RMC, After Paris, Nicolas Jamin. Salut à tous et à tous, bienvenue dans le podcast After PSG que vous retrouvez bien sûr en podcast audio et en vidéo sur vos box SFR, vos box Free, sur vos télés connectées, sur l'appli RMC BFM Play et bien sûr sur la chaîne YouTube de l'After. Cette semaine dans l'After Paris, Jimmy Brown est là. Salut Jimmy. Salut Nico, bonjour à tous. Niki Ledru est là, salut Niki. Salut, merci de m'accueillir comme ça, avec ce surnom. Mais pourquoi tu rigoles? Mais parce qu'il n'y a que toi qui m'appelle comme ça. C'est pas ton vrai prénom Niki? Non, c'est pas mon vrai prénom, non. Je croyais que t'appelais Niki. On est tellement de toute façon Nicolas dans cette rédaction en vrai. Tout à fait. Regardez la ressemblance, mon petit frérot est là. Valentin Jamin. Salut Valentin. Salut frérot, salut à toutes et à tous. Valentin Jamin, commentateur du Paris Saint-Germain, qui vous a fait vibrer écoutez Jeannot Rességuier tout au long de la saison. Justement, cette semaine dans le podcast After Paris, avant la finale qui approche, on va faire un bilan de la saison européenne du PSG, forte en émotion, du bord du précipice contre City à la qualif à Anfield, du nul contre le PSV, au frisson Aston Villa. 3 questions. Quel est votre match le plus abouti du PSG cette saison en C1? Quelle est la plus belle prestation collective également? Quel est le match le plus spectaculaire? Et surtout, quelle est votre émotion? Puisque vous êtes tous les trois des supporters du Paris Saint-Germain, je suis pas observateur. Et Nantais, le gars. Allez. Et si on a le temps, bien sûr, votre top 3 parisien de l'aventure européenne. Vous écoutez et regardez le podcast After Paris. C'est parti. Petit bilan chiffré quand même, ça fait jamais de mal, sur la saison européenne du Paris Saint-Germain. 16 matchs joués, 10 victoires, 5 défaites, un seul match nul, 37 buts marqués, 16 buts encaissés. Moins de 2 buts de moyenne par match pour le PSG, 1,94, c'est pas spectaculaire ça en revanche. On n'est pas sur un PSG, florissant en termes de buts. C'est pas la plus haute moyenne de la saison. On a souvent dit que le PSG n'avait pas beaucoup de marge dans cette aventure européenne. Ça se confirme en chiffres. Alors, les gars, quel est votre match le plus abouti de la saison parisienne? On ne parle pas uniquement de la phase finale, on parle de toute la campagne européenne du PSG. Je commence avec toi, mon cher Jimmy. Ouais, même si on parle de toute la campagne, j'avais pas cité Gérone ou le PSV Eindhoven. C'est ce que tu veux, tu es libre. Les plus aboutis. Et d'ailleurs, pour te répondre sur la moyenne de buts, c'est aussi que sur la phase de ligue, le PSG a galéré jusque très tard en fait. Oui, tu marques assez peu en phase finale aussi. Oui, mais il y a eu, à partir de la 5e journée, en fait, avec le match contre City, après il y a eu Salzbourg aussi, il y a eu Stuttgart, où là, tu as mis quand même 3 buts à chaque fois, 4 buts contre City. T'en mets 7 contre Brest. Aussi, tu en mets même 10 sur l'aller-retour contre Brest. Non, moi, le match le plus abouti, il est tout récent, c'est le match à l'Emirates, le match aller de la demi-finale. Parce que je craignais énormément ce match, je pensais que Paris allait être bousculé. Étant donné que Paris n'avait pas existé du tout lors de la phase de Ligue, justement, la défaite à l'Emirates 2-0, ça avait été très compliqué. Je me suis dit en plus, on sortait de la rencontre contre Aston Villa, le match retour qui avait été plus que laborieux. Donc je m'attendais à un PSG vraiment mis en difficulté et étonnamment, tout en maîtrise quoi. Le but en début de match de Dembélé, la sûreté au milieu de terrain. Je me souviens, dans l'avant-match, on avait beaucoup parlé de l'impact qu'allait mettre Arsenal au milieu avec Declan Rice notamment qui avait bouffé le milieu du Real Madrid. Finalement, ce milieu de terrain-là d'Arsenal n'a pas existé. Le trio Fabian Ruiz, João Neves, Vitinha sur ce match, comme sur beaucoup de matchs d'ailleurs de la phase finale de Ligue des Champions, a été exceptionnel. Un but en début de match de Dembélé et une solidité. Donnarumma qui fait 2-3 arrêts effectivement, mais à partir, si ma mémoire est bonne, à partir de la 55e minute et jusqu'à la fin de match, Arsenal il n'y a plus un tir cadré, donc c'est dire à quel point Paris a été sûr de sa force, a été costaud. Aurait même pu d'ailleurs gagner par un écart plus large. Finalement le match retour s'est bien passé, donc pas de regret avant là-dessus, mais voilà, en termes de comment dire, c'était peut-être pas le match le plus spectaculaire, mais en termes de maîtrise. De se dire en fait, Paris est vraiment devenu une grande équipe européenne, est vraiment capable de sortir un match comme ça en demi-finale sur une pelouse, sur un terrain hostile. Arsenal, ils n'avaient pas vécu ça aussi depuis des années, tout le monde les attendait, etc. Et en fait, ils ont réussi à museler cette équipe d'Arsenal. Donc moi, je retiens, il y en a d'autres, mais moi, je retiens perso ce match-là, il m'a vraiment impressionné. Ouais. Vous êtes d'accord les gars ou pas, Nico? Non, moi j'ai pas le même, mais tout ce que dit Jimmy est vrai et j'ai pu le ressentir aussi à un moment donné. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de mettre en valeur sur ce match abouti, le plus abouti pour moi, c'est ce match face à Liverpool au Parc des Princes. Parce qu'en termes de jeu, on les a complètement étouffés. C'est un match qui a, je pense, impressionné toute l'Europe. J'ai l'impression que le climat autour du PSG a changé aussi à partir de ce match-là. Moi, ça m'a fait penser au tout premier match de l'ère Enrique au Parc. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
souviens, si vous vous en souvenez, face à Lorient, on étouffe l'équipe adverse, il passe pas le milieu de terrain. Honnêtement, Liverpool, c'était un peu la même chose, 27 tirs à 2, 10 cadrés. Il y a le but de Gvara refusé, qui était magnifique en plus. Non, moi, ce match-là, personnellement, m'a impressionné, malgré le score défavorable avec ce but d'Elliott, la main de Donnarumma qui était à l'époque pas encore assez ferme. Mais non, ouais, ce match-là, moi j'étais au parc à ce moment-là. Moi, celui-là, il m'a scotché sur mon siège. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et après, la frustration prédomine derrière, forcément, parce que tu perds ce match et derrière, il faut aller faire cet exploit à Liverpool pour passer. Mais je trouve que ce match-là a été un des plus aboutis en termes de jeu. Je parle bien de l'ère Enrique. Vraiment, c'était impressionnant, celui-là, en tout cas. J'ai le même que Nico, que Niki précisément, parce que c'est ceci, tout ce qu'il y avait autour. On annonçait le premier vrai test pour Paris, même s'il y avait Manchester City, mais voilà, leader de Première Ligue, Mohamed Salah, meilleur joueur du monde, la philosophie d'Arne Slot, attention au niveau de l'intensité, ils vont se faire rouler dessus, le milieu de terrain, Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, donc Paris n'était pas favori en fait sur ce match. Et tu arrives au Parc des Princes, tu te dis attention, là ils vont se faire rentrer dedans, quoi. C'était l'époque où ça commençait vraiment à être bon du côté du PSG, Dembélé installé en neuf, et en fait tu vois une seule équipe sur le terrain, c'est le leader de Première Ligue qui se fait vraiment marcher dessus au Parc des Princes. Et Paris essaye, Paris attaque, Paris n'y arrive pas, t'as donné la stat, 27 ou 28 tirs à 2. Et en fait, ce qui se passe autour, moi aussi j'étais au stade et tout le monde se regarde en disant « Ah, donc là, le leader de Première Ligue qui a 10 points d'avance à ce moment-là, 7 points d'avance, est en train de se faire rouler dessus par un PSG hyper bien huilé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une sortie de balle propre de Liverpool et contre-pressing, les occasions et tout, ils n'ont pas de réussite. Mais en termes, pareil, d'aboutissement, de jeu, d'intensité, j'ai trouvé que c'était le match parce qu'en plus, c'est un petit peu le moment où on se dit « Ok, là, Paris... peut être un favori pour la Ligue des Champions. C'est le match qui incarne l'espoir retrouvé des supporters du PSG et du Paris Saint-Germain pour aller très loin dans la Ligue des Champions. Le point de départ, c'est ça ou c'est plus ça que City, on est d'accord. Non, le point de départ, si tu vas la bascule, la bascule, c'est Anfield. Mais la bascule n'est pas forcément le point de départ de l'espoir d'aller au bout de l'aventure européenne. Non, mais l'espoir, moi j'ai du mal. Moi aussi, j'étais au parc ce soir-là et je vous rejoins sur l'analyse. Franchement, ce qu'on a vu, mais j'ai envie de dire ce qu'on a vu sur 45-60 minutes, c'était incroyable. Et puis l'analogie elle est intéressante, l'analogie que fait Nico par rapport au match de Lorient, le premier match de Luis Enrique. Mais un match nul d'ailleurs. Par moment, oui, 0-0. Oui, il y avait eu un 0-0 à l'époque et en fait par moment, à mourir d'ennui. Tu te disais, on est en train de retomber dans cet écueil-là. Au moment où ils ont commencé à se frustrer, etc. Alors évidemment, ils sortaient pas de leur moitié de terrain. Sortir cette perf-là face à cet adversaire-là. Oui, c'est impressionnant. Mais moi, je dirais pas que c'est le match le plus abouti parce que j'ai senti qu'à un moment donné, les joueurs, ils étaient éprouvés physiquement, ils étaient en train de se frustrer. Et je me suis dit à ce moment-là, évidemment, je vais pas te mentir, je suis pas devin. J'allais pas te dire qu'ils allaient finir par le perdre ce match, mais je sentais que ça se débloquerait pas parce que il y avait Alisson qui était dans un état de grâce, etc. Et je sais pas, le côté, le jeu un peu ronronnant par moments. Je parle bien de la deuxième période. Sur la première mi-temps, il y a une intensité de dingue. J'y arrive avec aussi des sorties de balles rapides, du jeu en transition, etc. Mais après, il y a commencé à avoir ce jeu, tu sais, un peu de handball où tu tournes autour de la surface de réparation, etc. Où en face, ils étaient solides, ils t'attendaient. Et tu savais qu'ils pouvaient te piquer et ils t'ont piqué finalement. Ils t'ont piqué sur une de leurs rares occasions, Elliott marque. Et moi, quand Paris perd ce match ce soir-là, je me dis, si tu gagnes pas ce match, c'est terminé en fait. Tu vois, si t'arrives pas à un match aussi bon, t'arrives pas à dépasser ça gagner, justement, quoi. Après, t'as Alisson qui fait t'arrives pas à dépasser ce soir-là. mais il fait le match de sa vie. Il fait le match de sa vie. Mais quand tu sors d'un match comme ça, aussi abouti soit-il, et que tu sors avec une défaite, moi le premier. Alors après, moi c'est de nature aussi, mais j'ai toujours été pessimiste tout au long de la compétition. Je préfère être protégé par ton pessimisme. Pas te mentir, mais je me suis dit, si un match comme ça, t'arrives pas à le gagner. La semaine d'après, ils vont être à Anfield, ils vont être surmotivés, ce qui n'a finalement pas été le cas. Ton discours qui était l'inverse du discours de Luis Enrique, évidemment. Bon, il est coach, forcément, il doit entretenir un espoir. Et de beaucoup des joueurs parisiens qui ont dit, c'est pas grave, vous avez vu ce qu'on a fait ce soir, on peut le refaire. Bon, je rappelle que Salah a dit récemment que Alisson Becker a fait le plus grand match de sa carrière. Oui, Alisson l'avait dit lui-même d'ailleurs. Quand tu parles de ce match-là, moi, ça me fait un peu penser au PSG Atlético de Madrid également. Ah, ça, c'est vrai. Où là aussi, on a vu un PSG, pas aussi dominant que contre Liverpool au Parc, malgré la défaite, mais un PSG entreprenant, un PSG qui a monopolisé et un PSG qui s'est fait cueillir à la fin. La grande différence, c'est je pense les occasions franches en fait. Oblak, il fait pas le match qu'Alisson fait au Parc des Princes. Et justement, là, t'étais vraiment un peu dans la caricature. Moi, je fais partie de ceux qui pensent
J'entends beaucoup le discours que je trouve un peu facile à posteriori maintenant que Paris est en finale, mais Luis Enrique avait raison depuis le début, etc. Exactement. Mais en fait non, parce que c'était pas la même équipe. Moi je fais partie de ceux qui pensent que c'était pas tout à fait la même équipe qu'on a vu en phase finale et celle qu'on a vue en début de saison, notamment contre l'Atlético de Madrid. Quand t'as Kvara qui arrive, quand t'as le remplacement de Dembélé dans l'axe, quand t'as l'émergence au milieu de terrain de Fabien Ruiz à la place de Zaïre Emery, et ben c'est pas la même chose en fait. C'est pas tout à fait la même équipe. Quand t'as Doué qui émerge aussi, ça fait quand même une moitié d'équipe différente. Donc le Liverpool était beaucoup plus applaudi évidemment que l'Atlético, j'aurais pu le citer, je comprends ce que vous voulez dire, mais voilà, moi c'est le fait qu'il y ait une défaite au bout qui a fait que je l'ai pas cité. Mais c'est aussi un match quand même mine de rien qui individuellement nous a rassurés sur des cas, par exemple sur Nuno Mendes, on nous avait dit vous allez voir il va prendre le bouillon, c'est vrai, machin, c'est etc. Et notre milieu de terrain on nous avait dit ouais vous allez voir Gravenberch, machin, tout ça, et tous, à part peut-être Donnarumma sur ce match aller, ont répondu présent et ils nous ont rassurés là-dessus. Et je pense que même mentalement, ça leur a fait énormément de bien. Moi, juste là où je mets pas Arsenal, c'est c'était pas le meilleur Arsenal, il y avait beaucoup d'absents. Ils ont plus de numéro 9, Gabriel n'est pas là, Thomas Partey était suspendu. Oui, absolument. Havertz, Gabriel. Donc c'est Partey. pour ça juste que je me dis, il y avait tout le monde à Liverpool, leader de Première Ligue à ce moment-là. Je suis d'accord, la maîtrise elle est impressionnante à l'Emirates, mais peut-être qu'au niveau de l'effectif, je trouvais que Liverpool était un peu peut-être meilleur et plus au complet en tout cas. En sachant qu'à part Partey, c'est l'équipe qui t'a sorti le Real, qui a corrigé le Real aller-retour en quart de finale quand même. Certains diront à relativiser. Voilà. Cette double performance contre le Real Madrid. Alors, voilà pour le match le plus abouti. Quel est votre match le plus spectaculaire ? Spectaculaire ne veut pas forcément dire avalanche de buts. Quel est le tien, Valentin ? Pour le coup, moi, c'est avalanche de buts. Manchester City, en fait, plus pour le scénario que pour les 6 buts, parce que ça fait 4-2 à la fin. Mais pareil, il y avait beaucoup de tension avant ce match. En gros, si Paris perdait, ils étaient vraiment à la limite, parce qu'ils n'étaient pas dans les... C'était terminé quasiment. Ils n'étaient pas dans les barragistes de la Ligue des Champions à ce moment-là. Il y a plutôt de la maîtrise. Tu prends 2 buts. Grealish qui a pas marqué depuis un an, qui t'en plante un, et là tu te dis bon bah le PSG en Ligue des Champions quoi, ils sont en train de couler, et puis là le parc continue de pousser 1, 2, 3, 4, c'est la folie totale. Et en termes de spectacle, alors niveau jeu, j'ai pas non plus le souvenir d'un niveau de jeu exceptionnel quoi, on n'est pas sur les matchs les plus aboutis dont on a parlé. Mais ouais, en termes de spectacle, d'émotion, les 4 buts en une mi-temps, du coup. João Neves qui te met un but de la tête au second poteau, c'est le 3-2, il va fêter ça avec le virage. Enfin, c'est une folie. Et pour l'enjeu, pour la tension, pour ce que ça voulait dire derrière, pour le nombre de buts, franchement, le 4-2 Manchester City à domicile avec le parc en feu, pour moi, c'est le plus spectaculaire. C'est dingue à quoi ça tient. Même si Paris était déjà fort, mené 2-0 par City, évidemment contre le cours du jeu. Là, on a vu que quelque chose se construisait réellement. Certains qui étaient autour de nous, on était dans un bar à Paris, ils croyaient encore à 0-2. Et puis ça tient à quoi ? Ça tient juste à une accélération de Barcola côté gauche, longue ligne, sur Matheus Nunes, qui après accélère. Et le 2-1, et là tu comprends que le parc prend feu, l'équipe prend feu, et l'aventure, la bascule est peut-être à ce moment-là. Jimmy ? Moi, j'ai l'image de ce match qui restera pour moi. C'est Bernardo Silva dans le couloir qui penche la tête comme ça, qui voit Ousmane Dembélé, qui est remplaçant. Il était malade avant, etc. Il voit que Dembélé rentre et il se dit ah là, ça va plus être la même. Et s'il y a un match vraiment bascule dans la saison du PSG, moi je rejoins Val et je pense que Nico aussi va être sur le même avis. Le match le plus spectaculaire, celui qui a changé la face de la saison du PSG carrément pour moi, c'est évidemment ce match contre City et c'est cette deuxième période en fait où là, il y a une espèce de prise de conscience et de prise en main des joueurs, de se dire bon les gars, ok c'est bien le schéma Luis Enrique, il veut un jeu très travaillé. On se souvient que la saison dernière, même en début de saison, il y a eu des fois où on nous a relayé que parfois ça criait dans le vestiaire quand ça repartit, quand le match devenait un peu trop foufou à ses yeux et quand ça repartait pas à 2 derrière calmement. Il y a même des actions qui sont allées au bout en transition où il a dit aux joueurs en première partie de saison l'année dernière non c'est pas comme ça qu'on doit jouer. Il était un peu obsédé, il est devenu beaucoup plus pragmatique et ce pragmatisme là il est arrivé, je pense, à partir de la deuxième période, il lâche les chevaux, quoi. À un moment donné, Barcola, comme tu dis, il part côté gauche. Responsabilité. Là, voilà, la passe pour Dembélé, ça marque. Le 2-2 derrière, la frappe de Doué, l'initiative individuelle, la frappe de Doué sur la barre. Barcola qui récupère. Voilà, tu marques aussi sur coup de pied arrêté. Ouais, ça, avec un joueur pour moi qui aura marqué la saison du PSG, c'est João Neves.
Et enfin voilà, et la libération à la fin aussi avec Ramos, la VAR, tout ça, enfin toute cette dramaturgie autour de ce match-là est géniale. Moi j'ai adoré le match contre City. C'est le dernier match, Nico, excuse-moi, que débute Kang In Lee, en faux neuf d'ailleurs, et qui sort à la mi-temps pour Ousmane Dembélé. Ça a du sens aussi, c'est très symbolique. C'est pour ça qu'on raconte. Mais c'est là que le mec, c'est bon, maintenant pragmatique, allez, Ous, tu rentres et on avance. Nico. Non, et puis je voulais juste rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que même moi, donc j'étais aussi au parc à ce moment-là, et quand je vois Ramos marquer le 4-2, on se dit à ce moment-là, ah ouais, mais à ce moment-là, on se disait, ouais, peut-être la différence de but fera peut-être la différence. Et rien que ce 4e but-là, il fait du bien. Et donc, non, vraiment, voilà, moi, c'est le même avis que Val. Moi, c'est mon match spectaculaire. Voilà, ce match-là, incroyable, et a permis aussi à ce PSG-là de revenir d'entre les morts. Donc, non, franchement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Si je ne m'abuse, premier match avec le maillot force. Oui, le maillot porte-bonheur. Mais d'ailleurs, on a tout est lié que je crois que la finale se jouera avec le maillot. Normalement, le maillot Esther. Oui, Nico. Le maillot pas de maillot force. d'Arsenal. D'accord, le maillot d'Arsenal. Du retour pour ce match. Tout d'accord donc sur City. Ouais, tu peux globalement. J'aurais pu attendre un Aston Villa, la défaite à Villa Park aussi. C'est spectaculaire, non, mais spectaculaire. Après, on aurait pu une victoire spectaculaire. On aurait pu citer Brest au parc. Enfin voilà, la démo, 7 buts, t'as du spectacle, tu t'es éclaté. Si tu passes une bonne soirée, spectaculaire, c'est l'adversité aussi, quoi. Mais oui, face à cette adversité-là, je pense que tu sais quoi? J'aurais limite pu, vu la tension qu'il y avait, parce que moi aussi, je te dis, j'étais tout le temps dans un PSG, je me suis dit, c'est tellement PSG de battre City et après d'échouer à Stuttgart. Ouais. Le match à Stuttgart, notamment le but de Dembélé, marque tard en plus, ou le but de Dembélé pied droit. Non, c'est Salzbourg. Non, c'est Salzbourg que tu marques un peu tard. Ça se décante assez vite. T'as le corner, Barcola deuxième poteau. Ensuite, t'as cette frappe de Dembélé qui va pleine lucarne, une frappe pied droit. On s'était dit avant. Et on en avait parlé, rappelle-toi aussi Nico dans l'after avec Polo, où il disait voilà, Stuttgart, ils sont capables d'embêter cette équipe, tout ça. Ah, ils n'ont pas existé. Et en fait, il y a eu un pari en mode rouleau compresseur qui a vraiment, on avait la confirmation après City, après cette deuxième période contre City, que ça y est, la machine était définitivement lancée. Donc Stuttgart aurait pu être cité aussi, je pense. Le match à plus forte émotion. Toi, tu en as vécu beaucoup au parc et à l'extérieur en Ligue des Champions. Jimmy et Nico les ont vécu au Parc des Princes. Quel est celui qui, je m'adresse à vous d'abord, supporter parisien, vous a rincé, lessivé? Coup de final, qu'est-ce que je viens de vivre, c'est incroyable. C'est incroyable. À moi, c'est sûr et certain, tout de suite, c'est le Liverpool PSG, c'est le match retour. Parce que ce match-là a une espèce de dramaturgie où tu ouvres le score, tu te fais balloter, il y a des coups de pied arrêtés dans tous les sens, tu trembles à chaque corner, à chaque coup franc, il touche le poteau. Il marque quand même, mais refusé. Mais voilà, il marque aussi refusé, le but est refusé. Mais c'est vrai que... Et puis la séance de tir au but derrière, où vraiment, enfin, moi j'étais en tailleur, je voulais même pas regarder. T'es habillé en tailleur? Tu portais un tailleur? Mais c'est bien. Non mais oui, on se confie dans ce podcast-là. Voilà, non, et c'est vrai que c'était terrible. Enfin, la libération, honnêtement, je vais vous dire un truc. J'ai même été au Parc des Princes après la qualif. On était 2, donc je suis rentré parce que je pensais qu'on allait célébrer un peu, mais non, il y avait personne au Parc des Princes. J'habite à côté du parc. Mais bref, non, vraiment cette libération de sortir Liverpool qu'on avait dit bien évidemment comme favori à cette compétition-là, avec ce match aller que tu perds. Et voilà, aucune équipe avait battu française s'était qualifiée à Anfield au match retour. Non, franchement, c'était exceptionnel. Jimmy? Je rejoins Nico sur cette émotion-là. Moi aussi, c'est un moment qui restera marquant de cette saison. Moi, j'en ai choisi un autre parce que je trouve que suivre une équipe, être supporter d'une équipe, moi, je m'en suis jamais caché. Je suis le PSG depuis, je sais pas, 25 ans maintenant. Et c'est de la souffrance en fait. C'est toujours de la souffrance. Tu retiens des épisodes de souffrance et qui reviennent. Et t'as des mauvais souvenirs qui reviennent à toi, etc. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que le match à Villa Park, Aston Villa, quand tu as gagné le match aller et que tu te dis bon, ça va, c'est plutôt tranquille, que tu arrives à mener 2-0 là-bas et que là tu sais pas ce qui se passe en fait. T'as une espèce de t'as le 2-1 de Tillman, si je dis pas de bêtises. En 2 minutes derrière, tu prends 2-2, 3-2. Et là, il y a cette demi-heure là en fait. Moi, là où j'ai le plus stressé, où j'étais le plus, quand on parle le match qui a procuré le plus d'émotions, elles peuvent être positives comme négatives. Mais moi, de façon négative, la dernière demi-heure du match contre Villa, Marquinhos fébrile au possible, la tête de Trossard qui passe à rien. Tous les traumas se sont réveillés à ce moment-là. Et moi, je me voyais mort.
Je te dis, je me voyais mort. Je voyais le PSG mort à 3-2. Je me suis dit, c'est bon, c'est terminé. Il va y avoir Sa face d'Asensio, Asensio, la tête de Konsa qui passe à rien, le genou de Pacho, la toute dernière, la frappe de Madsen. Enfin, je veux dire, il y a eu une espèce de libération au coup de sifflet final d'Aston Villa qui est peut-être même supérieure à la libération du tir au but vainqueur de Désiré Doué contre Liverpool. Ça n'aurait pas été le but, si on parle d'Asensio, le but de l'élimination. Oui, ça aurait été la prolongation. Ça aurait été la prolongation. Non, mais vu l'atmosphère à la prolongation, quand on a pris 4 et 3 en 15 minutes. C'est ça. Il faut quand même dire qu'après quand même le 3-2, il y a une espèce de petit moment où Paris quand même récupère le ballon. Alors j'ai beaucoup entendu ça, ouais, il y a eu dans les 15 minutes. Il y a eu 10-15 minutes, mais on rappelle que Madsen, c'est à la 95e. Celle de Madsen, elle est tout à la fin du match. Jusqu'au bout, tu auras quand même souffert et subi de grosses occasions. Donc moi, c'est pour ça que je mettrais ce match à Villa-Park comme... en plus, c'est aussi... ça te fait dernier carré, derrière. C'est les plus beaux matchs, c'est les plus belles émotions quand tu souffres et que tu passes à la Oui, c'est ça. Même s'il y a des fêtes. Valentin. J'ai le même que Jimmy parce que en fait t'es tellement tranquille. On y était avec Jeannot en fait on commentait, bon tu gagnes 3-1 à l'aller, bon déjà tu te dis que Paris est en très très bonne position, 2-0 au retour, en plus ils mettent 2 contres cliniques, donc tu dis limite les pauvres Villans ils ont même pas la chance d'espérer dans leur stade pour un premier quart de finale depuis des années, et en fait tout change, but de Tielemans et tout change. Le stade, il faisait pas un bruit en Angleterre, c'était assez marquant, mais en fait, quand ils perdent 2-0, il n'y a plus vraiment d'ambiance, ils sont un peu dépités. Le stade qui prend feu, frappe de McGinn qui sort de nulle part, dévié, pleine lucarne. Là, on se dit, oula, 2-2. Et là, contre ça, un défenseur central qui te met un plat du pied sur un travail de fou de Marcus Rashford. Et là, c'est pareil, l'émotion, et tu revis. Et en plus, à ce moment-là, il reste quoi, une petite demi-heure. Enfin, il y a énormément de temps. Bien sûr que tu as du temps. Moi, j'ai le geste d'Unai en mémoire. Il fait comme ça. Et Unai Emery devant nous. Qu'il est en fusion totale. Qui commence à courir devant nous, à faire les courses avec ses joueurs, à mettre le pied. Non, t'es entraîneur, arrête. Enfin, c'était complètement fou. Et en fait, je me rappelle aussi, fin du match, donc on se dit, oulala, ils ont eu chaud. Marquinhos qui célèbre comme s'il avait gagné. Désiré Doué qui est comme ça aussi sur la pelouse. Et là, tu dis, ok, ils ont eu peur, mais après on a aussi eu des échos notamment via Fabrice Hawkins et comme Dembélé quoi qui était dégoûté, et là ils se sont dit ok, avertissement Ligue des Champions, Aston Villa ou pas Aston Villa, ça c'est vraiment, ça montre qu'en fait tu peux pas du tout te relâcher. Et en termes d'émotion c'est fou quoi, sur les confrontations tu mènes 5-1 à un moment, tu te retrouves à 5-4 à reculer sur ton but. Enfin, c'est fou. Voilà pour vos matchs aboutis, spectaculaires, émotion. Il nous reste 3 minutes rapides pour faire une évaluation individuelle. Votre top 3 joueurs saison Ligue des Champions. Nico, je commence avec toi. Alors moi, forcément, le numéro 1, c'est... parce que je suis obligé de me baser sur la phase d'élimination directe et je ne peux pas ne pas mettre Donnarumma. Il est quasiment pour moi l'homme du match à tous les tours. Il a été incroyable, que ce soit à Liverpool sur cette séance de tir au but, face à Aston Villa, il nous sauve également. Donc non, franchement, Donnarumma en numéro 1, parce qu'en plus on s'attendait pas forcément à ça. C'est ça en fait, c'est limite une petite surprise qui est bonne pour le coup, mais en tout cas c'est une vraie surprise. Moi forcément Dembélé aussi qui a mis des buts importants. On parlait de Stuttgart, mais il y en a plein d'autres. Et le troisième, je mettrais mine de rien. Il est arrivé cet hiver, mais il nous fait tellement du bien. Il instille la crainte chez l'adversaire, c'est que Kvara, même sur son travail défensif, il est capital en fait dans le jeu collectif du PSG, dans le jeu défensif surtout. Il soulage énormément Nuno Mendes et ça se voit d'ailleurs. On a vu sur cette phase à élimination directe Nuno Mendes un peu transcendé et voilà, moi ce serait mon top 3 sur cette phase finale. Donnarumma, Dembélé, Kvaratskhelia. Jimmy. Moi, j'aurais pu mettre le même tiercé dans le désordre. Moi je mettrais Dembélé en 1 parce qu'au-delà de ses buts, de ses passes D, il est décisif quasiment à chaque tour, mais sur l'attitude, sur les courses, le leader par l'exemple. On parlait il y a 2 minutes de ce qui s'est passé à Villa Park, tu vois, le mec qui est homme du match, tu viens de te qualifier, mais non, il s'en satisfait pas, etc. Il a complètement changé d'état d'esprit, c'est devenu un vrai leader qui entraîne l'équipe avec lui, donc c'est pour ça que je mettrais Dembélé, même si Donnarumma était énorme. J'aurais pu citer Kvara, mais je vais citer mon chouchou quand même, Joao Neves, où j'ai des images marquantes de Joao Neves tout au long de la compétition en fait. Le match contre City, la tête, si tu reviens en la demi-finale, c'est le tac sur Mikel Merino quand il revient dans la surface, contre Liverpool au milieu de terrain à l'aller, t'as l'impression que tu voyais que lui. Ce petit bonhomme là au milieu de terrain, moi je suis fan absolu, donc ouais, je le mets dans les 3. Je mets Joao Neves dans les 3. Valentin. J'avais le même tiercé que Jimmy dans un ordre différent. Je mets Donnarumma aussi en premier, même si c'est vrai qu'il a parfois été un peu fébrile sur la phase de groupe, on va dire, mais il était tellement décisif sur les matchs à élimination directe
que c'est difficile. Dembélé, il faut rappeler que maintenant, c'est sur une campagne de Ligue des Champions, le Français qui a été impliqué sur le plus de buts. Il est passé devant Kylian Mbappé, il a été décisif. J'avais Neves aussi. Je veux juste dire un petit mot sur Hakimi, qui est pas spectaculaire, qui est rarement mauvais quand même, qui est globalement très fiable. C'est vrai, But contre Villa à Villa, but contre Arsenal au retour. Défensivement, voilà, on sait qu'il peut avoir parfois des petits oublis, mais j'ai pas un souvenir là par exemple d'un joueur qui lui a mis le bouillon alors qu'il avait quand même parfois des clients en face. Donc voilà, Achraf Hakimi pour l'apport aussi offensif. Et il est décisif quoi, il a des buts, il a des passes tous les ans en Ligue des Champions, donc sans lui tu serais peut-être pas là. Mention pour Pacho également, les amis, quand même. Oui, révélation de la saison. Pacho, ce sera l'homme de la finale, donc on en parlera après la finale. claqué son coup de tête. Toi, tu veux vraiment un parallèle Marseille-Paris, 32 ans après, but d'un défenseur central en finale de Ligue des Champions à Munich, c'est bien. sur corner, évidemment. Franchement, je signe tout de suite. Il le mériterait au vu de sa saison, quoi. En plus, il a toujours pas marqué, si je dis pas de bêtises, donc c'est le moment en fait. Ouais. Moi, je suis inquiet pour vous, les gars, parce qu'en fait, vous avez nourri votre amour du PSG dans l'espoir de quelque chose un jour, dans l'espoir d'une victoire en Ligue des Champions. Si vous gagnez le 31 mai, qu'est-ce qui va vous rester? Plus rien. Vous allez tous vous déporter vers le Paris FC. L'histoire est écrite. Jimmy en premier. Mais Nico a le Ça maillot. va finir à Jean Bouin cette histoire pour recréer un espoir. Voilà. Attends qu'elle soit gagnée la Ligue des Champions. Pour l'instant, on n'en est pas là. Là, tu le fais flipper. Là. Ah non, mais l'Inter, c'est une énorme équipe. Je vais pas vous faire de dessin. d'accord. Barça, ça aurait été beaucoup plus simple, évidemment. Bon, voilà les amis, erratum de ma part, 37 buts en 16 matchs, c'est légèrement plus que 2 buts par match, et c'est pas moins de 2 buts par match en moyenne pour le Paris Saint-Germain. On s'est régalé encore une fois, on sera là la semaine prochaine pour un nouveau podcast After Paris qui nous rapprochera toujours un peu plus de la finale de Ligue des Champions. Et de la finale de la Coupe de France, à l'Inter. Énorme finale de Coupe de France. C'est quoi ça? C'est PSG Reims, Ah le bon 24 mai, oui, bien sûr, c'est vos prochaines finales, c'est là, vous s'en rendez-vous. fout un peu, De toute façon, vous y allez, vous Comme avez Dembélé, il avait oublié de la citer, On s'en Dembélé fout pour ou le pas trophée UNFP. Non, mais évidemment pas. C'est un trophée, c'est important. Bien sûr. Allez, merci Valentin, merci Jimmy Salut. et merci Nico. Rendez-vous la semaine prochaine, à très vite dans l'After Paris. RMC After Paris.